j'ai empoisonné le mariage de ma sœur avec le venin de sa propre souffrance. Ma jumelle saignait en silence sous les poings de son mari, et j'ai décidé que ce serait lui qui hurlerait le premier. Et si la trahison la plus impardonnable n'était pas de le tromper, mais de le laisser croire qu'il avait gagné? Je m'appelle Élise, et jusqu'à ce jour d'octobre pluvieux à Paris, je croyais que le sang qui coulait dans nos veines nous rendait invincibles. Ma sœur, Camille, et moi, nous étions nés sous le même ciel gris de Montmartre, deux gouttes d'eau identiques, des miroirs vivants qui trompaient le monde depuis l'enfance. Nos parents, ces fantômes élégants d'un Paris d'après-guerre, nous avaient élevés dans un appartement haussmannien au plafond haut, où les échos de leurs disputes se noyaient dans le crépitement des poêles à charbon. Vous êtes une, mes filles, disait-il, comme si cette unité pouvait effacer les fissures. Mais la vie, cette salope impitoyable, avait décidé autrement. Camille s'était mariée la première, à 25 ans, avec Antoine Duval, un avocat aux tempes grisonnantes et au sourire qui coupait comme une lame de rasoir. Il était le genre d'homme que les salons parisiens adoraient, charismatique, avec une voix de baryton qui récitait Molière comme s'il l'avait écrit lui-même. Ils s'étaient rencontrés lors d'une réception au Louvre, sous les regards des statues antiques qui semblaient déjà pressentir le drame. Antoine, avec ses costumes sur mesure et ses ambitions qui grimpaient plus vite que les cours de la bourse, incarnait le rêve bourgeois que nos parents nous avaient seriné. Moi, Élise, j'étais l'ombre, la célibataire farouche qui gérait une petite galerie d'art dans le Marais, entourée de toiles abstraites qui hurlaient ce que je taisais, une solitude qui rongeait comme l'acide. Les premiers signes, je les ai vus comme des coups de pinceau maladroits sur une toile vierge. Camille rentrait tard, les yeux cernés, prétextant des dîners d'affaires interminables. Il est si occupé, Élise, tu sais ce que c'est, le barreau de Paris. Je hochais la tête, mais mon estomac se nouait. Puis vinrent les bleus, ces marques discrètes qu'elle camouflait sous des foulards de soie Hermès. Je me suis cogné dans la porte, murmurait-elle, et je feignais de croire, parce que l'alternative était un abîme. Antoine, lui, paradait, invitation au vernissage, week-end à Deauville, photo sur Instagram où il la serrait comme un trophée. Mais dans l'intimité de nos soirées sœurs, quand nous sirotions du chardonnay dans ma galerie close, les masques tombaient. C'était un soir de novembre, l'air chargé d'humidité qui collait aux vitres comme un linceul. Camille s'était effondrée sur mon divan, son chemisier taché de rouge à lèvres étalées, et elle avait pleuré, non pas en hoquet discret, mais en sanglots qui secouaient son corps comme une tempête. Il me frappe, Élise. Pas tout le temps, mais quand il boit, quand je dis non. Ces mots étaient des éclats de verre, et je les ramassais un à un, les mains tremblantes. Antoine, ce monstre en costume 3 pièces, levait la main sur elle pour des riens, un dîner froid, un regard fuyant, une ambition qu'elle n'atteignait pas. Il dit que c'est ma faute, que je le rends fou avec ma faiblesse. Faiblesse? Camille était une lionne, forgée dans les mêmes épreuves que moi, la mort prématurée de notre mère, les absences de père. Mais l'amour, ce poison lent, l'avait rendue docile. Je l'ai serrée contre moi cette nuit-là, nos cœurs battant à l'unisson, et j'ai juré sur nos visages interchangeables, on va le faire payer. Elle a ri, un rire amer comme le café noir que nous buvions le matin. Comment? Il est intouchable, Élise. Ses amis sont des juges, ses ennemis des ombres. Mais en moi, une graine germait, tordue et vorace. Nous étions jumelles, des copies conformes jusqu'au grain de beauté sur l'épaule gauche. Et si je prenais sa place? Pas pour une nuit, pas pour un mensonge éphémère, mais pour une vengeance qui s'infiltrerait comme un virus dans ses veines. Les jours suivants furent un tourbillon de plans chuchotés dans les cafés enfumés du quartier latin. Camille, brisée mais résiliente, accepta l'idée avec une lueur de folie dans les yeux. « Fais-le pour nous deux, dit-elle, et je sentis le poids de cette double vie comme un carcan. Je passais des heures à mémoriser ses habitudes, la façon dont elle pliait ses serviettes, le timbre de sa voix quand elle riait à ses blagues forcées, les petites manies qu'Antoine chérissait ou feignait de chérir. Ma galerie devint un repère de miroir, où je m'entraînais à être elle, à effacer Élise pour ne laisser que Camille. Les nuits, je ne dormais pas, je visualisais son visage tuméfié, ses excuses murmurées, et une rage froide montait, plus affûtée qu'un scalpel. Le déclencheur fut un appel paniqué, à minuit passé. « Viens, Élise. Il est ivre, il a brisé la porcelaine de maman. » Je volais à travers les rues luisantes de pluie, le cœur cognant comme un tambour de guerre. L'appartement du 16e arrondissement, ce mausolée de luxe avec ses tapis persans et ses bibliothèques en acajou, puait la peur et le cognac. Antoine titubait dans le salon, une bouteille à la main, tandis que Camille se recroquevillait dans un coin, un filet de sang coulant de sa lèvre fendue.
Regarde qui arrive, la sœur jalouse, ricana-t-il, et je vis rouge littéralement, car le sang de Camille tachait le tapis crème. Je ne criais pas. Je ne le frappais pas. Au lieu de cela, je m'agenouillais près d'elle, essuyais son visage avec une tendresse feinte, et murmurais à son oreille, « Bientôt, il paiera ». Antoine s'effondra sur le canapé, marmonnant des excuses pâteuses, et je sus que le moment était venu. Le lendemain, Camille partit pour un séjour bien-être à la campagne ou une couverture pour notre folie. Et moi, Élise, je devins Camille. J'enfilai ses robes, son parfum au jasmin, ses alliances qui pesaient comme des menottes. Le miroir me renvoyait son reflet, parfait, impitoyable. Les premiers jours furent un ballet de mensonges. Antoine rentrait tard, embrassait ma joue sans suspicion, et je souriais, ce sourire qu'elle avait perfectionné pour masquer la douleur. « Tu es si belle ce soir, ma chérie, » disait-il, et je hochais la tête, sentant la bile monter. Au lit, je me raidissais sous ses caresses brutales, attendant le moment où il lèverait la main. Il le fit, le troisième soir, pour une broutille un plat trop salé. Sa paume s'abattit, et je sentis la brûlure, mais au lieu de pleurer, je le fixai, les yeux secs. « Encore ? Vraiment, Antoine ?» Il recula, déconcerté par cette Camille qui ne fléchissait pas. La graine de doute était plantée. Être Camille, c'était plonger dans un océan de faux-semblants où chaque vague menaçait de me noyer. Paris, cette ville des amants éternels, se muait en un labyrinthe de regards complices et de silences assassins. Du dehors, nous étions le couple parfait, promenade le long de la Seine au crépuscule, dîner au Fouquet's où Antoine discourait sur la justice avec des accents de tribun. Mais à l'intérieur, c'était une arène où je combattais pour ne pas craquer, pour transformer chaque insulte en arme. Je commençais par les petites victoires, ces égratignures sur son ego blindé. Au lieu de baisser les yeux comme Camille le faisait, je ripostais avec une ironie aiguisée, taillée dans les nuits blanches de ma galerie. « Tu parles de justice, mon amour, mais qui jugera tes colères ?» Il riait, mal à l'aise, attribuant cela à une crise de ménopause précoce. Mais je voyais les fissures, ses mains tremblaient légèrement quand il versait son whisky, ses yeux s'attardaient sur moi avec une suspicion naissante. Était-ce le doute qui le rongeait, ou simplement la peur de perdre le contrôle sur sa poupée brisée? Camille m'appelait tous les soirs depuis sa cachette à la campagne, une ferme isolée près de Giverny où les champs de coquelicots semblaient hurler la liberté. « Comment va-t-il » chuchotait-elle, et je décrivais les scènes avec une précision chirurgicale, ses ronflements lourds, ses confessions avinées sur son enfance volée par un père absent, ironie du sort, comme le nôtre. Il commence à craquer, Camille. Bientôt, il se brisera tout seul. Elle riait doucement, un rire qui portait encore l'écho de la douleur, et je sentais notre lien, ce fil d'Ariane invisible qui nous unissait au-delà des corps. Mais la dualité me consumait. Dans les miroirs des boutiques de la rue du Faubourg Saint-Honoré, je me surprenais à chercher Élise, cette femme aux cheveux en bataille et aux ongles rongés par l'angoisse créative. Être Camille, c'était endosser non seulement ses vêtements, mais ses cicatrices invisibles, les nuits où elle avait supplié, les matins où elle avait maquillé ses ecchymoses pour affronter le monde. Je fouillais ses tiroirs, dénichant des carnets intimes où elle notait ses peurs envers maladroits, inspirés de Baudelaire. « Mon amour est un vampire qui suce ma lumière », écrivait-elle. Ces mots devinrent mes munitions, je les glissais dans nos conversations, déformées en accusations voilées. « Tu sais, Antoine, parfois je me sens comme une ombre dans ta vie. » Il fronçait les sourcils, cherchant dans mes yeux le reflet de sa faute. La première vraie brèche surgit lors d'une soirée chez des amis communs, un couple d'éditeurs dans un hôtel particulier du 7e. Les lustres en cristal diffusaient une lumière opulente, et le champagne coulait comme un fleuve de mensonges. Antoine, déjà éméché, flirtait ouvertement avec une jeune avocate, une rousse aux lèvres carmin qui riait trop fort à ses anecdotes. Camille et moi observait depuis un coin, un verre à la main, sentant la jalousie factice se muer en rage authentique. Quand il revint vers moi, puant le tabac et l'arrogance, je lâchai, elle a l'air parfaite pour toi, chérie. Fraîche, sans les rides de nos disputes. Les convives retinrent leur souffle, Antoine blêmit, balbutiant une excuse. Pour la première fois, il s'excusa publiquement, un genou à terre dans le salon bondé, murmurant « Pardonne-moi, Camille, je suis un idiot ». Les applaudissements fusèrent, mais je vis dans ses yeux la tempête qui couvait. Cette nuit-là, au lit, il fut tendre, presque suppliant, ses mains explorant mon corps avec une urgence désespérée. Je me laissai faire, calculant chaque gémissement, chaque feinte d'extase, pour ancrer en lui l'illusion d'une rédemption. Mais au creux de l'aube, quand il dormait,
je me levai et fixai son visage endormi, ce masque de prédateur repu. « Tu crois que c'est fini » murmurai-je à l'ombre. Non, c'était le début. J'appelai Camille à l'aube, voix basse pour ne pas le réveiller. Il mord à l'hameçon. Mais il faut accélérer. Elle hésita, et si tu t'y perds, Élise? Si tu deviens vraiment moi? La question me transperça, car déjà, dans les plis de ses draps, je sentais l'odeur de notre enfance commune, ce mélange de lavande et de regret. Les semaines suivantes, je tissai ma toile plus serrée. Je repris ces cours de yoga à Bastille, où les autres femmes, ces silhouettes souples en leggings noirs, me saluaient comme une amie perdue. « Camille, tu rayonnes. Le mariage te va bien. » Je souriais, mais intérieurement, je cataloguais leurs ragots, les rumeurs sur Antoine, ses liaisons passées, ses colères légendaires au cabinet. Un soir, après une séance, une ancienne cliente, une psychologue aux yeux perçants, me prit à part. « Il te fait du mal, n'est-ce pas? Je le vois dans ta posture. » Je faillis craquer, avouer que j'étais l'intruse, mais je me repris, c'est plus compliqué que ça. Elle hocha la tête, glissant sa carte, appelle si tu as besoin. Cette carte devint mon talisman, un rappel que la vengeance n'était pas solitaire. Antoine, sentant le vent tourner, redoubla d'attention, fleur livrée à l'appartement, week-end surprise à Biarritz. Là-bas, sur la plage atlantique où les vagues rugissaient comme des aveux, il s'ouvrit enfin. Assis sur le sable, une bouteille de Bordeaux entre nous, il confessa « J'ai peur de te perdre, Camille. Mon père battait ma mère, et je jure, je ne suis pas lui. » Ces mots étaient un poison sucré, et je bus, feignant la compassion. « Alors change, Antoine. Prouve-le. » Il promit, les larmes aux yeux, et pour un instant, je haïs le monstre en lui autant que l'homme brisé. Mais la pitié est une faiblesse, je l'écrasai sous le talon de ma détermination. De retour à Paris, la façade se fissura davantage. Lors d'un dîner familial aux nos parents, ces reliques du passé, ignare de tout, il but trop et lâcha une insulte voilée, « Camille, arrête de jouer les saintes nitouches. » Le silence tomba comme une guillotine. Mère tout sauta, père changea de sujet, mais je vis le doute s'installer. Le lendemain, il s'excusa à nouveau, mais ses yeux étaient froids, calculateurs. Il fouillait mes affaires, remarquant les petites discordances, un vernis à ongles différents, un tic de langage qui trahissait Élise. « Tu as changé, ma chérie. C'est bien, ou mal ?» Je riais, l'embrassant pour sceller le mensonge. Mais intérieurement, la machine tournait, il était temps d'injecter le venin mortel. Le jeu s'intensifiait, et Paris, avec ses boulevards haussmanniens comme des artères pulsantes, devenait le théâtre de notre duel invisible. J'étais Camille aux yeux du monde, mais Élise hurlait en silence, orchestrant chaque acte avec la précision d'un metteur en scène sadique. Antoine, ce loup en peau d'agneau, commençait à flairer le piège, mais l'orgueil le tenait enchaîné. « Tu es différente, plus forte, » me dit-il un matin, en sirotant son espresso au comptoir de l'appartement. Je souris par-dessus ma tasse, sentant le goût amer de la victoire imminente. « Peut-être que tu me vois enfin, Antoine. » Je plongeai plus profond dans sa vie, cette toile d'araignée de relations professionnelles et de secrets enfouis. Son cabinet au palais de justice, ce bastion de marbre froid, regorgeait de dossiers jaunis et de murmures. Sous prétexte d'un projet commun, je m'y rendis, vêtu d'une robe crayon qui moulait le corps de Camille comme une seconde peau. Sa secrétaire, une quinquagénaire aux lunettes perchées, me lança un regard complice, « Madame Duval, vous illuminez ces couloirs sinistres. » Je fouillai discrètement son bureau pendant qu'il plaidait, dénichant des lettres anonymes, des preuves de pots de vin dans des affaires de corruption immobilière. Antoine n'était pas seulement violent, il était pourri jusqu'à la moelle, un parasite suçant la justice parisienne. Ces découvertes alimentèrent mon feu. Je contactai un journaliste freelance, un ami d'un ami de ma galerie, et glissai des indices anonymes, adresse IP, non codée. Fêtant un scandale, murmurai-je au téléphone, anonyme derrière un burner phone acheté au marché aux puces de Saint-Ouen. Camille, de son exil rural, approuvait, brise-le, Élise. Pour chaque coup qu'il m'a donné. Nos appels étaient des rituels, des exorcismes où elle déversait sa douleur accumulée, et moi, je la transformais en carburant. Mais la ligne entre nous s'effilochait, dans mes rêves, je la voyais me supplier de revenir, ou pire, de rester à jamais Camille. La tension culmina lors d'une réception au musée d'Orsay, sous les horloges géantes qui tic-taquaient comme des bombes à retardement. Antoine, rayonnant en smoking, paradait avec moi à son bras,
mais ses doigts serraient trop fort mon coude, une marque possessive. Parmi les invités, l'avocate rousse réapparut, son regard glissant sur nous comme une lame. « Camille, vous êtes éblouissante », susurra-t-elle, et Antoine rougit, maladroit. Plus tard, isolé près des impressionnistes, il explosa en chuchotement, « Qu'est-ce que tu mijotes ? Tu n'es plus la même. » Je feignis l'innocence, caressant sa joue, je guéris, mon amour. Grâce à toi. Mais ses yeux, ses puits de suspicion, me transpercèrent. Cette nuit, la violence revint, plus vicieuse. Il me plaqua contre le mur de l'entrée, son souffle aigre devint, « Dis-moi la vérité, salope. » Sa main s'abattit, fendant ma lèvre celle de Camille, mais la douleur était mienne. Je ne criai pas, je ripostai d'un genou dans l'aine, le projetant au sol. « C'est fini, Antoine. Tu as perdu. » Il se releva, hagard, et pour la première fois, je vis la peur pure, animale. Il s'excusa en pleurs, jurant sur la tête de ses clients, mais le mal était fait. Le lendemain, les journaux titraient « Scandale au barreau, soupçon de corruption sur Antoine Duval ». Mon journaliste avait frappé. Antoine paniqua, arpentant l'appartement comme un fauve en cage. « Qui a fait ça ? Tes amis jalouses ?» Je haussai les épaules, appliquant du glace sur ma lèvre gonflée. « Peut-être que tes péchés te rattrapent. » Il me gifla à nouveau, mais mollement, vidé. Puis, dans un sursaut de vulnérabilité, il s'effondra à mes pieds, « Aide-moi, Camille. Sans toi, je suis rien. » Je le relevai, le berçant comme un enfant, et murmurai des promesses vides. Intérieurement, je riais à un rire froid, venu des abysses. Camille rentra incognito pour une nuit, déguisée en visiteuse anonyme. Nous nous embrassâmes dans l'ombre de ma galerie, nos corps se confondant dans un tourbillon de larmes et de rire. « Tu es une déesse de la vengeance », souffla-t-elle. Mais je vis l'hésitation dans ses yeux, et maintenant ? Si on arrête ? Non, on n'arrêtait pas. Le plan suivant était plus audacieux, je l'inciterais à confesser, à tout avouer sur bande, pour le détruire publiquement. « Fais-le souffrir comme il nous a fait souffrir », dit-elle en partant. Les jours suivants, je devins sa confidente toxique, l'encourageant à boire plus, à se confier. « Raconte-moi tout, Antoine. Libère-toi. » Il mordit, déversant ses crimes, les coups, les mensonges, les affaires truquées. J'enregistrais en secret, le téléphone niché dans mon décolleté. Chaque mot était une brique dans son tombeau. Mais la dualité me rongeait, au miroir, Élise et Camille se disputaient le reflet, et je me demandais, qui étais-je devenu ? Une justicière, ou une marionnette de la haine ? Paris en hiver est une traîtresse, ses rues pavées glissent sous une couche de givre, et les cœurs, comme les fontaines gelées, se figent dans l'attente d'un dégel impossible. J'étais au cœur de cette saison morte, incarnant Camille avec une ferveur qui frôlait la possession. Antoine, acculé par le scandale naissant, se raccrochait à moi comme à une bouée pourrie. Ses appels constants du cabinet « Reviens à la maison, j'ai besoin de toi » étaient des chaînes que je serrais volontairement. Mais la vengeance, cette maîtresse exigeante, réclamait son dû, et je payais le prix en insomnie, en doute qui me lacérait comme des ongles. Je m'aventurais dans son passé, ce labyrinthe de privilèges et de traumas qu'il gardait scellés. Un après-midi, prétextant une migraine, je fouillais son bureau à la maison, dénichant une boîte en cuir usé sous une pile de dossiers. Dedans, des photos jaunies, un jeune Antoine, maigrelet, aux côtés d'une femme aux yeux hantés sa mère, battue par un père banquier impitoyable. Des lettres froissées, des cris étouffés sur papier. Je ne serai jamais comme lui, jurait-il enfant. Ironie cruelle, le cycle s'était refermé sur Camille, et maintenant sur moi. Ces reliques ne m'attendrirent pas, elles armèrent ma résolution. La nuit, je les montrai à Camille via un appel vidéo crypté. Il est né monstre, dis-je. Elle pleura, ou forgée comme nous. Le piège se resserra lors d'un dîner d'anniversaire, le sien, 38 ans, célébré dans un restaurant étoilé des Champs-Élysées. Les amis affluaient, ces requins du barreau au sourire carnassier, ignorant les nuages au-dessus de sa tête. Je portais une robe rouge sang, symbole de la plaie ouverte, et je dansais avec lui sous les lustres, murmurant à son oreille, « Ce soir, confesse-toi. Pour nous. » L'alcool aidant, il craqua au dessert, se levant pour un toast larmoyant, à ma femme, qui m'a sauvé de mes démons. Puis, dans un coin sombre, il murmura tout, les coups, les corruptions, les nuits où il avait failli la tuer. Mon enregistreur tournait, capturant chaque syllabe comme un bourreau sa confession. Le lendemain,
l'enfer se déchaîna. Je découvris l'enregistrement en feignant l'horreur et le confrontai. C'est toi qui as parlé, Antoine. À moi, ta femme. Il nia d'abord, puis s'effondra, implorant, efface-le, Camille. Je t'aime. Amour? Ce mot, prononcé par lui, sonnait comme une insulte. Je le fixai, impassible, trop tard. Les fuites commencèrent, extraits anonymes au procureur, au journal Le Monde. Paris bruissait de rumeurs, ses clients fuyaient, ses associés le lâchaient comme une peste. Mais la contre-attaque fut fulgurante. Antoine, acculé, devint paranoïaque. Il me suivait, vérifiant mes alibis, flairant mon parfum pour y déceler l'odeur d'Élise. « Tu n'es pas elle », grogna-t-il un soir, me plaquant contre la vitre froide de la chambre. Son souffle était un ouragan de peur. « Dis-moi qui tu es vraiment. » Je ris, un rire de gorgone, « Je suis ta fin, Antoine. » Il leva la main, mais hésita, voyant dans mes yeux non la soumission, mais un abîme. Il s'enfuit dans la nuit, et je sus que le point de non-retour était franchi. Camille revint pour de bon, sous le couvert d'une réconciliation. Nous échangeâmes nos rôles en un rituel solennel, elle reprit l'appartement, les apparences, tandis que je m'effaçais dans l'ombre de la galerie. Mais le voir, lui, brisé aux pieds de sa femme, fut un baume empoisonné. « Merci, sœur », murmura-t-elle en l'étreignant, et je partis, le cœur gonflé d'une joie tordue. Pourtant, la solitude me rattrapa. Seul dans mon atelier, entouré de toiles inachevées, je me surpris à pleurer non pour lui, mais pour nous, les jumelles déchirées par un amour vénéneux. Était-ce la victoire, ou une nouvelle prison? Antoine, traîné en justice, plaida la folie conjugale, accusant Camille d'hystérie. Les tabloïds s'emparèrent du drame, le couple parfait de Paris implose en cauchemar. Je lisais, spectatrice invisible, sentant la rage ressurgir. Le procès fut un cirque macabre, un opéra wagnérien joué sous les flashs des paparazzis devant le palais de justice. Paris, cette grande scène théâtrale, se délectait du spectacle. Antoine Duval, l'avocat prodige, accusé de violence conjugale et de corruption, traîné en chaîne métaphorique par ses propres mots enregistrés. Camille, ma jumelle ressuscitée, témoignait avec une dignité glaciale, ses bleus fanés comme des médailles. Moi, Élise, j'étais l'ombre dans la salle, assise au fond, invisible parmi les journalistes et les curieux. Chaque oui, il m'a frappé et qu'elle prononçait était un écho de ma voix, un coup de poignard que j'avais affûté. Antoine, amaigri en costume froissé, niait tout au début, son regard balayant la salle comme un radar en quête de trahison. Quand il croisa mes yeux ou ceux de Camille, un frisson le traversa. Elle ment. C'est une conspiration, hurla-t-il à la barre, pointant du doigt ma sœur avec une fureur qui fit taire la cour. Le juge, un vieil hibou aux lunettes pincées, tapa du marteau. Mais le doute était semé, et si Camille n'était pas seule? Les rumeurs enflèrent, des théories folles sur des jumelles interchangeables circulant dans les cafés du Marais. Camille tint bon, sa voix un fil d'acier, il m'a isolé, brisé, pour mieux me posséder. Les preuves s'empilaient aux enregistrements, témoignages de voisins, rapports médicaux falsifiés par Antoine lui-même. Moi, dans l'ombre, je collectais les munitions finales, un dossier sur ces malversations, transmis anonymement au procureur. La vengeance n'était plus personnelle, elle était systémique, un raz-de-marée qui emportait sa carrière, sa réputation, son âme. Mais la nuit, seule, la culpabilité rampait. J'avais pris sa place, volé des fragments de sa vie à ses amis, ses routines, même ses orgasmes fins. Était-ce justice, ou un vol plus profond que ses coups? Camille le sentait, nos rencontres clandestines dans des bistrots anonymes du 13e étaient tendues. « Tu l'as aimé, un instant » demanda-t-elle un soir, sous la pluie battante. J'hésitai, non. J'ai haï pour deux. Mais le mensonge pesait. Antoine m'avait touché, dans sa vulnérabilité exposée, et cette fissure me terrifiait. Le verdict tomba comme une hache, 5 ans de prison, avec sursis pour les violences, mais inéligible au barreau à vie. Antoine s'effondra en larmes, hurlant « Camille, pourquoi ?» Elle se leva, impassible, « Parce que tu m'as tué, et que j'ai ressuscité. » Les caméras flashèrent, immortalisant sa chute. Dehors, la foule scandait « Justice pour les femmes » et je me glissais parmi eux, anonyme, le cœur battant d'un triomphe creux. Libéré sous caution, il nous traqua. Des appels anonymes, des fleurs empoisonnées livrées à l'appartement. « Je sais que tu n'es pas elle », murmura une voix déformée au téléphone.
La peur s'installa, un brouillard qui voilait Paris. Camille paniqua, Élise, on a gagné, partons. Mais la rage en moi refusait la fuite. Je tendis un dernier piège, une rencontre feinte dans un parc de Belleville, où je l'attirais comme Camille. Il vint, hagard, arme à la ceinture, un couteau de cuisine, pathétique. Rends-moi ma vie, supplia Théil. Je sortis de l'ombre, Élise enfin, ta vie? Tu l'as volée à ma sœur. Il blêmit, réalisant la supercherie. Le couteau tomba, la police, alertée, l'arrêta pour menace. La chute d'Antoine fut un séisme qui remodela nos vies, laissant des ruines fumantes sur les berges de la Seine. Paris, indifférente, continuait son ballet éternel, touriste sous la tour Eiffel, amant sur les ponts, mais pour nous, jumelles soudées par le sang et la trahison, le monde s'était rétréci à un appartement aux murs qui suintaient encore la peur. Camille divorça dans la discrétion des tribunaux feutrés, empochant une pension qui puait la culpabilité. C'est fini, dit-elle en signant les papiers, mais ses yeux trahissaient le vide. Moi, Élise, je repris ma galerie, mais les toiles que j'exposais désormais étaient sombres, chargées de silhouettes jumelles enlacées dans des miroirs brisés. Les critiques parlèrent d'une renaissance cathartique, ignorant le prix payé en âme fracturée. Antoine, incarcéré à Fresnes, nous écrivit des lettres des aveux larmoyants, des promesses de thérapie. Camille les brûla dans la cheminée, mais j'en gardai une, pliée comme un talisman maudit. J'ai aimé la femme que tu es devenue, y lisait-on. Amour? Encore ce mot, tordu comme un serpent. La rédemption vint par bribes. Camille et moi, nous nous réinventâmes, un voyage à Provence, où les chants de lavande apaisèrent nos plaies. Là, sous un ciel azur impitoyable, elle confessa, j'ai eu peur de te perdre en moi. Je ris, serrant sa main, on est une, souviens-toi. Mais la vérité était plus nuancée, j'avais goûté au pouvoir, à cette emprise que lui avait exercée, et une part de moi regrettait l'adrénaline. Antoine sortit après 2 ans, brisé, un fantôme errant les rues de la capitale. Il nous croisa un jour au marché de Suresnes, pâle sous son chapeau mou. Élise, murmura-t-il, reconnaissant l'intruse. Camille se raidit, mais je m'avançai, oublie-nous, Antoine. Ou la prochaine fois, ce ne sera pas un enregistrement. Il hocha la tête, vaincu, et disparut dans la foule, un homme sans ombre. Aujourd'hui, Paris nous a rendus à nous-mêmes. Camille gère une association pour victimes de violences, sa voix un phare dans la nuit des tribunaux. Moi, je peins, capturant l'essence de la dualité, 2 visages en un, vengeance et pardon entrelacés. La cicatrice sur ma lèvre au souvenir de son dernier coup me rappelle que la limite est fine entre victime et bourreau. Mais si c'était à refaire? Je le ferais, sans hésiter. Car l'amour toxique ne mérite pas la miséricorde, il mérite le miroir impitoyable de la vérité. Et dans les nuits calmes, quand la ville ronronne, je murmure à mon reflet, nous avons gagné, sœur. Pour toujours.